Ma femme m'a quitté après avoir doublé son salaire, s'attendant à ce que je revienne en rampant. Au lieu de cela, j'ai construit une vie dont elle ne fera jamais partie. Il y a 3 mois, ma femme, Nathalie, est rentrée dans notre appartement comme si elle venait de conquérir un petit pays. Elle avait obtenu la promotion, directrice des opérations. Le salaire était absurde. Vraiment, une somme ridiculement élevée. On parle de 6 chiffres, avec des primes qui dépassaient probablement mon salaire annuel entier. Voiture de fonction, stock option, vol en classe affaires pour Singapour. J'étais sincèrement heureux pour elle. Elle avait travaillé dur pour cela. Des heures insensées, un stress constant, la gestion de politique de bureau qui rendrait n'importe qui fou. Je le lui ai dit, et je le pensais vraiment. Je l'ai serré dans mes bras, je lui ai préparé son dîner préféré. Nous avons fêté ça, mais quelque chose semblait clocher dès le début. Il y avait cette lueur dans ses yeux. Pas exactement de la joie, plutôt une forme de revanche. Elle n'arrêtait pas de mentionner le salaire, combien elle allait gagner en plus, comment cela la positionnait dans l'entreprise. J'écoutais et posais les bonnes questions, mais sous les célébrations, une énergie étrange s'installait, comme si elle mesurait déjà tout différemment moi y compris. Cette première nuit a donné le ton pour tout ce qui a suivi. Elle a parlé sans arrêt de ses nouvelles responsabilités, de l'équipe qu'elle allait diriger, des 12 personnes sous ses ordres directs, et des voyages internationaux qu'elle allait faire, Singapour pour une conférence, Londres pour rencontrer une division européenne, Tokyo pour des réunions clients. L'entreprise allait la loger dans des hôtels 5 étoiles. Elle aurait un compte de frais, un bureau d'angle avec des fenêtres donnant sur la ville. J'ai écouté, j'ai hoché la tête aux moments appropriés, et j'ai posé des questions sur ses projets. Mais il y avait cette énergie bizarre qui remplissait la pièce, comme si elle ne me racontait pas ces choses pour partager son excitation. Elle m'informait, me mettait à jour sur les changements de son statut, comme si j'étais une partie prenante qui devait être tenue au courant, mais qui ne faisait pas vraiment partie de l'opération réelle. Je suis professeur d'histoire au lycée, je le suis depuis 6 ans. J'enseigne dans une école publique de l'Est de la ville. Des cours de niveau intermédiaire, principalement l'histoire américaine et les civilisations mondiales. Ce n'est pas un travail glamour. Le salaire est correct, environ 50,000 $ par an avec les avantages sociaux. Ce n'est pas un salaire de directeur des opérations, évidemment, mais c'était suffisant pour que nous vivions confortablement jusqu'à présent. Nous avions toujours partagé les factures à 50-50e ou presque, selon qui gagnait un peu plus cette année-là. Nous prenions des vacances modestes, de longs week-ends dans les villes voisines, des voyages de camping en été. Nous avions des économies, payions notre loyer à temps, vivions selon nos moyens. Des trucs normaux et responsables que font les couples normaux et responsables. Je ne m'étais jamais senti inadéquat par rapport à mon travail auparavant. J'aime enseigner. J'adore ça. En fait, il y a quelque chose de satisfaisant à voir un gamin qui détestait l'histoire s'enthousiasmer soudainement pour le mouvement des droits civiques ou la chute de Rome. Ces moments où l'on peut voir la compréhension se déclencher, c'est pour ça que je fais ce travail. Pas pour l'argent, mais pour l'impact. Mais cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'elle pendant qu'elle faisait défiler son téléphone, répondant à des emails professionnels à 23 heures, j'ai senti cette étrange distance se creuser entre nous. Comme si elle se déplaçait déjà vers une altitude différente, et que j'étais toujours au sol à la regarder monter. Comme si elle était déjà ailleurs, et que je n'avais tout simplement pas encore reçu le mémo. Au cours des 2 semaines suivantes, les choses sont devenues progressivement plus bizarres. Elle a commencé à rentrer plus tard, vers 21h, 22h, entrant au téléphone en parlant de projections trimestrielles, me remarquant à peine. J'avais le dîner prêt, mais elle me repoussait d'un geste, disant qu'elle avait mangé au bureau. Nos conversations sont devenues complètement dépareillées. Je lui racontais ma journée, comment j'avais enfin réussi à intéresser mes élèves à la guerre de sécession grâce à des sources primaires, ou comment un élève en difficulté avait réussi son examen sur la reconstruction. Elle hochait la tête sans écouter, puis basculait sur les stratégies de marché et la restructuration opérationnelle. Je mentionnais le jardin de balcon que nous avions prévu de planter, elle me regardait comme si j'avais suggéré de faire de la boulangerie de compétition, puis elle commençait à parler de sa nouvelle voiture de fonction. Nous vivions dans le même appartement, mais nous existions sur des planètes différentes. L'affection s'est tarie. Plus de câlins spontanés, plus de questions sur ma journée en se souciant de la réponse. Plus de blagues entre nous, juste une distance polie comme des colocataires coexistant jusqu'à ce que l'un d'eux trouve un meilleur logement. J'ai remarqué qu'elle m'étudiait parfois.
Ce regard évaluateur, comme si elle faisait des calculs, mesurant la valeur. Cela me donnait l'impression d'être un actif en cours d'évaluation pour dépréciation. J'ai essayé d'aborder le sujet 3 semaines après sa promotion. J'ai demandé si tout allait bien entre nous. Elle a eu l'air surprise, a dit que tout allait bien. Elle s'adaptait juste à ses nouvelles responsabilités. Puis elle a embrassé mon front comme si j'étais un enfant inquiet et est retournée à son ordinateur portable. C'est là que j'ai su que quelque chose de fondamental s'était brisé. On n'embrasse pas son partenaire comme un enfant à moins de ne plus le voir comme un égal. J'ai commencé à ressentir une anxiété sourde en permanence. Marcher sur des œufs, essayer d'être solidaire mais pas collant. Présent sans être un fardeau. Occuper de l'espace sans en prendre trop. C'était épuisant, d'une manière silencieuse qui broyait l'âme. Puis est venue la nuit qui a tout changé définitivement. C'était un jeudi. Je m'en souviens parce que j'étais resté tard à l'école pour les réunions parents-professeurs et j'étais rentré épuisé vers 19h. Elle était déjà là, ce qui était inhabituel. Assise sur le canapé du salon, pas sur son ordinateur, pas sur son téléphone, juste assise là avec cette étrange expression sur le visage. Déterminée, résolue, comme si elle avait pris une décision difficile et s'endurcissait pour l'exécuter. Elle m'a demandé de m'asseoir. La façon dont elle l'a dit, calme, contrôlée, avec cette énergie de réunion d'entreprise, j'ai su immédiatement que ce n'était pas bon. Mon estomac s'est noué une seconde. J'ai pensé qu'elle était peut-être malade. Que quelque chose de terrible était arrivé. Peut-être que sa promotion avait été annulée. Je me suis assis. Elle m'a regardé un long moment. Puis elle a commencé à parler. Elle m'a dit que sa vie avait changé de trajectoire, que sa carrière l'avait emmenée vers des sommets qu'elle n'avait jamais imaginés possibles, et que ses objectifs et aspirations avaient considérablement évolué ces dernières semaines. Elle a dit qu'elle avait eu le temps de réfléchir à ce dont elle avait besoin chez un partenaire, à ce qu'il lui fallait pour atteindre son plein potentiel. Elle a dit qu'elle était devenue totalement autonome maintenant, financièrement indépendante d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Elle n'avait plus besoin de la structure de soutien traditionnelle d'un mariage. Elle avait besoin de liberté pour se concentrer sur sa carrière sans restriction. Elle avait besoin de s'entourer de gens qui opéraient à son niveau, qui comprenaient la pression et la responsabilité qui accompagnaient le vrai pouvoir. Elle a dit qu'elle pensait que nous devrions divorcer. Juste comme ça. Clinique, efficace, comme si elle résiliait un contrat peu performant. Je suis resté assis là, traitant les mots. 8 ans de mariage, 8 ans à construire une vie ensemble, 8 ans à se soutenir mutuellement à travers les changements de carrière, les enterrements familiaux, les peurs liées à la santé et le stress financier. 8 ans de blagues privées, de rêves partagés, de silence confortable et de connaissances par cœur des commandes de café de l'autre. Et maintenant, j'étais une restriction, un poids mort dont elle devait se débarrasser pour atteindre son plein potentiel. Une partie de moi voulait se battre, lui rappeler chaque bon moment que nous avions partagé. Argumenter que les relations ne sont pas censées être une question de comparaison de salaire ou de trajectoire professionnelle. Que le mariage est censé être un partenariat, un soutien, et le choix de l'autre même quand les choses deviennent difficiles, surtout quand les choses deviennent difficiles. Je voulais lui dire que j'avais été là à chaque étape de son parcours. À chaque session d'études tardives quand elle passait son MBA, pour chaque patron horrible dont elle s'était plainte, pour chaque promotion qu'elle n'avait pas eue. J'avais célébré chaque victoire et amorti chaque défaite. J'avais cru en elle quand elle ne croyait pas en elle-même. Et maintenant, à la seconde où elle n'avait plus besoin de moi, j'étais jetable. Mais une autre partie de moi, la partie qui la regardait s'éloigner depuis des semaines, la partie qui marchait sur des œufs et se sentait comme un inconvénient dans sa propre maison, a ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Du soulagement. Pas de la joie, pas de la vindicte. Juste ce soulagement calme et épuisé. J'ai réalisé à ce moment-là que je vivais dans un état d'anxiété constant depuis sa promotion. Essayer d'être à la hauteur. Essayer d'égaler son énergie sans lui donner l'impression que je rivalisais avec elle. Essayer d'être solidaire sans être collant. Essayer de partager son enthousiasme sans avoir l'air jaloux ou petit. Essayer de maintenir ma propre identité, tout en la sentant lentement étouffée sous le poids de son succès. Je m'étais rétréci pour faire de la place à son expansion. Je me faisais plus petit pour qu'elle puisse se sentir plus grande. Et j'étais épuisé par cet effort. En la regardant assise là sur notre canapé, déjà émotionnellement détachée de notre mariage, planifiant déjà sa stratégie de sortie,
j'ai réalisé quelque chose de crucial, je ne voulais pas me battre pour quelqu'un qui me voyait comme un fardeau. Je ne voulais pas convaincre quelqu'un que je valais la peine d'être gardé. Je ne voulais pas passer le reste de ma vie à essayer de prouver que je mérite d'être aimé. Alors, je n'ai pas supplié, je n'ai pas imploré, je n'ai pas promis de changer ou de devenir quelqu'un de différent. Je n'ai pas proposé de trouver un emploi mieux payé, ni de retourner à l'école ou de me rendre digne de ces standards nouvellement élevés. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, si c'est ce qui, selon toi, te rendra heureuse, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Ma voix est sortie plus calme que je ne le pensais, stable, comme si j'acceptais de reprogrammer un rendez-vous chez le dentiste au lieu de mettre fin à mon mariage. Son expression a changé quand je l'ai dit. Sa résolution a vacillé. Elle avait l'air confuse, presque déçue, comme si elle s'était attendue à une réaction différente. Comme si mon acceptation calme était en quelque sorte pire que l'effondrement émotionnel qu'elle avait probablement anticipé. Je pense qu'elle voulait que je me batte, que je supplie, que je lui donne la satisfaction d'être désiré, même alors qu'elle me rejetait. Pour confirmer qu'elle avait assez de valeur pour qu'on se batte pour elle, même si elle avait déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Mais j'étais trop fatigué pour jouer ce rôle pour elle. Le processus de divorce a été remarquablement rapide et étonnamment indolore d'un point de vue logistique. Nous n'avions pas besoin d'avocats se battant pour des actifs parce que nous n'avions pratiquement rien à nous disputer. Pas de maison, pas d'enfants, pas d'investissement compliqué, juste un appartement que nous louions, 2 voitures et quelques économies modestes accumulées au fil des ans. Nathalie a été incroyablement généreuse avec tout cela, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la chose pire. Cela me donnait l'impression qu'elle versait une indemnité de licenciement à un employé qu'elle laissait partir, me compensant pour mes services pour se sentir moins coupable de la résiliation. J'ai gardé la Honda. Elle était techniquement à mon nom de toute façon, entièrement payée. Rien de chic, mais fiable. Nous avons partagé notre compte d'épargne pile au milieu. Elle n'a discuté de rien. Elle n'a pas essayé de chicaner ou de prétendre qu'elle méritait plus parce qu'elle gagnait plus vers la fin. Elle a juste accepté mes propositions de partage et est passée à autre chose. Elle a trouvé un loft de luxe en centre-ville en une semaine. Un de ces endroits modernes avec des fenêtres du sol au plafond et un design à air ouverte, à distance de marche de son bureau. Le genre d'endroit que l'on voit dans les magazines d'architecture et qui coûte plus cher par mois que les prêts hypothécaires de la plupart des gens. Elle a signé le bail immédiatement et a commencé à faire ses cartons le jour même. Je l'ai aidé à faire ses cartons. Bizarre, non? Mais cela semblait être la chose à faire. Nous nous déplacions dans l'appartement dans une étrange danse chorégraphiée, séparant 8 années de vie commune en pile, à lui, et, à elle. Elle a pris la belle batterie de cuisine que nous avions reçue comme cadeau de mariage, j'ai gardé la poêle en fonte que j'avais achetée à la fac. Elle a pris la plupart des meubles puisqu'elle déménageait dans un endroit plus grand. J'ai gardé le canapé et le lit, que nous possédions tous les deux avant le mariage de toute façon. L'ensemble du processus a pris 2 semaines, de la conversation à son déménagement. Propre, efficace, comme la dissolution d'un partenariat commercial qui avait fait son temps. Je suis resté dans notre appartement, le même endroit que nous avions loué ensemble 3 ans plus tôt lorsque nous avions déménagé dans cette partie de la ville pour son emploi précédent. Un 2 pièces modeste dans un vieux bâtiment, pas en ruine, mais certainement pas luxueux. Un quartier correct, proche de mon école, un loyer abordable, le genre d'endroit où vivent les gens normaux avec des emplois normaux. Soudain, c'était juste à moi. L'appartement semblait immense et vide avec la moitié des meubles en moins. Je traversais les pièces et remarquais les vides là où les choses se trouvaient auparavant, l'endroit vide où se dressait sa bibliothèque, le mur nu où ses diplômes encadrés étaient accrochés, le placard de la cuisine qui ne contenait plus que mes tasses dépareillées au lieu de son service en céramique assorti. La première semaine après son départ a été brutale, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je me réveillais le matin et tendais la main vers son côté du lit par habitude. Ma main frappait des draps vides, et je me rappelais qu'elle était partie. Je faisais du café et sortais automatiquement 2 tasses au lieu d'une, puis je fixais la tasse supplémentaire comme un idiot avant de la remettre en place. Je rentrais du travail et commençais à crier que j'étais rentré avant de me rappeler qu'il n'y avait personne pour l'entendre. Je trouvais ses affaires partout, des élastiques à cheveux sur le comptoir de la salle de bain, un pull au fond du placard, une de ses chaussures de course sous le lit, des artefacts aléatoires d'une vie partagée qui n'existait plus. Chaque découverte donnait l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Je ne l'ai pas contactée. Elle avait été très claire sur le fait qu'elle n'avait plus besoin de moi, sur le fait que j'étais une restriction à son potentiel. Que étais-je censé faire?
L'appeler et la supplier de reconsidérer? Proposer de devenir d'une manière ou d'une autre digne de ses standards nouvellement élevés? Promettre de trouver un emploi mieux payé pour être moins embarrassant à avoir à ses côtés? Non merci. J'ai des standards, moi aussi. Et l'un d'eux est de ne pas supplier quelqu'un de m'aimer. Mais je ne pouvais pas non plus rester assis dans cet appartement à me noyer dans les souvenirs et l'apitoiement sur moi-même. Je devais faire quelque chose. N'importe quoi. Quelque chose qui ressemblait à aller de l'avant au lieu de rester coincé. Je voulais me remettre en forme depuis des années. J'avais pris du poids en enseignant. Le travail ne vous garde pas actif. Je courais à l'université. Rien de sérieux, juste de la course occasionnelle pour rester en forme. Mais c'était il y a des années. Debout dans mon appartement vide ce premier week-end après le déménagement de Nathalie, j'ai réalisé que je n'avais plus d'excuses. Personne à prioriser au-dessus de moi-même. Rien que des heures vides et des pensées que je devais dépasser à la course. Alors j'ai retrouvé mes vieilles chaussures de course de l'université et je suis sorti. C'était horrible. J'ai fait peut-être 1 kilomètre avant que mes poumons ne commencent à hurler. J'ai dû m'arrêter et marcher, à bout de souffle. Un adolescent en skateboard m'a dépassé en ayant l'air inquiet. Je suis rentré chez moi en me sentant vaincu. Mais le lendemain matin, j'y suis retourné quand même. J'ai fait un peu plus d'1 kilomètre. Un petit progrès. Le 3e jour, j'ai fait 1 mile complet, 1,6 km, sans m'arrêter. J'avais l'impression d'avoir gagné une médaille olympique. J'ai commencé à y aller tous les matins avant le travail. 5h30 du matin. La routine me donnait une structure, quelque chose sur quoi me concentrer en dehors de l'appartement vide et du mariage raté. La course est devenue ma thérapie. Chaque pas donnait l'impression de mettre de la distance entre moi et la personne que j'avais été dans ce mariage. Le gars qui ne s'était jamais senti tout à fait assez bien. Le gars qui avait mesuré sa valeur au salaire de quelqu'un d'autre. Après 2 semaines, j'ai acheté de vraies chaussures de course dans un magasin spécialisé. Les nouvelles chaussures ont fait la différence. J'ai poussé au-delà de 2 miles, puis 3. J'ai commencé à suivre des plans d'entraînement de base en ligne. Je me suis aussi inscrit à une salle de sport. Planet Fitness, $10 par mois. J'ai commencé à y aller 3 fois par semaine. Musculation de base à partir de vidéos YouTube, développé couché, squat, soulevé de terre. Les premières semaines ont été une leçon d'humilité. J'étais faible, mais tout le monde s'en fichait. Tout le monde était trop concentré sur son propre entraînement. Après 1 mois, j'ai remarqué des changements. J'avais perdu quelques kilos, j'avais plus d'énergie, les vêtements m'allaient mieux, mon visage paraissait moins bouffi, mais les plus grands changements étaient internes. J'avais l'impression de construire quelque chose de fondamental, une version de moi-même qui existait indépendamment de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Mon pote Jake du département d'histoire l'a remarqué vers la 5e semaine. Il enseignait l'histoire européenne et entraînait l'équipe de cross-country, essayant toujours de recruter des professeurs pour son club de course du week-end. J'avais toujours dit non. Trop occupé. Trop marié à quelqu'un qui trouvait mes passe-temps inintéressants. Maintenant, j'avais le temps. Le club de course se réunissait les mardis et jeudis soirs. 10 à 15 personnes venaient habituellement. Tout le monde était amical, accueillant. Personne ne se souciait du fait que j'étais le nouveau divorcé qui pouvait à peine tenir la cadence. Nous courions pendant 1 heure, puis nous allions parfois manger un morceau après. Une conversation normale entre des gens normaux, qui n'essayaient pas de s'impressionner mutuellement avec des réussites professionnelles ou des tranches de salaire. J'avais oublié ce que cela faisait d'être entouré de gens qui vous acceptent simplement pour ce que vous êtes. L'une des coureuses régulières du club s'appelait Rachel. Elle travaillait comme bibliothécaire à la bibliothèque publique principale du centre-ville. Au milieu de la trentaine, calme de cette manière confortable qu'ont certaines personnes. Pas timide exactement, juste quelqu'un qui ne ressentait pas le besoin de combler chaque silence avec des mots inutiles. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Quand elle parlait, c'était généralement quelque chose de pince sans rire et drôle qui vous prenait au dépourvu. Elle courait avec le club depuis 2 ans. Une coureuse solide, un rythme constant, ne se plaignait jamais, ne cherchait jamais d'excuses, se présentait juste et faisait le travail. Nous avons commencé à courir ensemble plus souvent après mon premier mois avec le club. Pas intentionnellement au début, c'est juste arrivé naturellement. Nous avions des rythmes similaires, des styles de course similaires. Aucun de nous n'essayait d'établir des records de vitesse,
juste une progression constante, durable, vers l'avant. Nous courions et parlions de choses sans importance. Elle me parlait des usagers difficiles de la bibliothèque, le type qui venait tous les jours utiliser les toilettes et regarder des vidéos sur les ordinateurs publics, la femme qui insistait sur le fait que la bibliothèque lui cachait personnellement certains livres, l'adolescent qui avait demandé des recommandations de livres et fini par lire toute la section fantastique en 6 mois. Je lui parlais de mes élèves, le gamin qui avait écrit un devoir de 10 pages sur les causes économiques de la Première Guerre mondiale entièrement sous forme de mème, la fille qui s'était tellement investie dans le mouvement des droits civiques qu'elle avait organisé une assemblée éducative à l'échelle de l'école, le clown de la classe qui était devenu d'une manière ou d'une autre l'élève le plus compétent sur l'histoire byzantine grâce à un étrange terrier de lapin de recherche sur Internet. Une conversation normale, facile, confortable, aucune performance requise. Elle n'a jamais posé de questions directes sur mon divorce, n'a jamais poussé pour obtenir des détails personnels. Mais environ 6 semaines après avoir commencé à courir ensemble, elle a mentionné qu'elle avait elle-même traversé un divorce 3 ans plus tôt. Son ex-mari était avocat, travaillait des heures insensées, priorisait sa carrière au-dessus de tout le reste, y compris leur mariage. Un jour, il était rentré à la maison et lui avait dit qu'il avait accepté un partenariat dans un cabinet dans un autre état et qu'il s'attendait à ce qu'elle quitte son emploi et déménage avec lui. Pas de discussion, pas de prise en compte de sa carrière ou de sa vie. Juste une attente qu'elle suive. Elle avait dit non. Il avait été sincèrement choqué. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne sacrifierait pas toute sa vie pour son opportunité à lui. Le mariage avait pris fin en 6 mois. Elle m'a raconté cela alors que nous montions une colline particulièrement brutale en courant. Elle l'a dit de manière factuelle. Pas d'amertume, pas de colère, juste l'énoncé de fait sur quelque chose qui s'était produit, avait été traité et dépassé. J'ai apprécié cela. L'absence de drame, l'acceptation que parfois les choses ne marchent pas et que c'est juste la vie. Je lui ai parlé de Nathalie. Pas tous les détails, juste l'essentiel. Ma femme a eu une énorme promotion. Elle a décidé que je ne correspondais pas à son nouveau style de vie. A demandé le divorce. J'ai accepté. Elle a déménagé. Et nous voilà. Rachel a hoché la tête. N'a pas offert de platitude ou de sympathie. Elle a juste dit, ça a l'air dur, mais on dirait que tu gères ça bien. Une déclaration simple, mais qui signifiait plus que tous les « je suis désolé » et « c'est sa perte à elle » que j'avais reçu d'autres personnes. Elle me voyait comme quelqu'un qui gérait une situation difficile et allait de l'avant. Pas une victime, pas quelqu'un à plaindre, juste une personne qui s'occupe de ses affaires. J'aimais ça. Nous avons continué à courir ensemble. Nous avons commencé à prendre un café après les courses du mardi. Puis le café s'est transformé en petit déjeuner dans ce dîner près du sentier. Puis le petit déjeuner s'est parfois prolongé par une promenade en centre-ville, juste à parler. Ce n'était pas un rendez-vous galant, pas officiellement. Juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre et passaient du temps ensemble. Pas de pression, pas d'attente, pas de discussion relationnelle compliquée sur où cela menait ou ce que nous étions l'un pour l'autre. 2 mois après le départ de Nathalie, j'ai couru ma première course officielle de 10 km. Le club de course l'avait organisé. Tout le monde participait. Différentes distances, 5 km, 10 km, semi-marathon. Je m'étais inscrit aux 10 km, me disant que c'était réalisable mais tout de même un défi. Le jour de la course, il faisait froid un matin d'octobre avec ce vent piquant qui fait brûler les poumons quand on respire fort. Je suis arrivé nerveux. Je n'avais rien couru en compétition depuis l'université. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre de moi-même. Rachel courait le 10 km aussi. Nous nous étions entraînés ensemble sur les mêmes itinéraires, au même rythme. Elle a suggéré que nous courions ensemble pendant la course, pour nous motiver mutuellement. J'ai accepté. Le coup de feu a retenti. Nous avons commencé à courir. Le premier mile s'est bien passé. Au deuxième mile, mes jambes ont commencé à remettre en question mes choix de vie. Au troisième mile, je négociais mentalement avec mon corps pour qu'il continue simplement à bouger. Les 4e et 5e miles n'étaient que pure obstination. Au dernier kilomètre, j'ai eu cet étrange regain d'énergie, sachant que la ligne d'arrivée était proche. J'ai franchi la ligne d'arrivée en 52 minutes et des poussières. Pas impressionnant selon les normes des coureurs sérieux, mais pour un gars qui ne pouvait pas courir 800 mètres 3 mois plus tôt sans avoir envie de mourir, c'était comme gagner une médaille d'or olympique. Rachel a fini 30 secondes derrière moi.
Nous étions tous les deux en sueur, épuisés et souriant comme des idiots. Jake et certains des autres membres du club de course attendaient à la ligne d'arrivée, encourageant, prenant des photos, faisant tout un plat de ce qui était essentiellement une course communautaire décontractée. Mais cela faisait du bien d'être célébré pour quelque chose pour lequel j'avais réellement travaillé, quelque chose que j'avais construit à partir de rien grâce à un effort constant. Jake a posté des photos dans le groupe de discussion plus tard. Je les ai regardées ce soir-là. Moi à la ligne d'arrivée, en sueur, épuisé, portant un dossard ridicule et un sourire qui semblait sincèrement heureux. J'ai enregistré cette photo. Un rappel de ce qui était possible quand j'arrêtais d'attendre l'approbation de quelqu'un d'autre et que je faisais simplement le travail. J'ai gardé le rythme, je me suis inscrit à plus de courses, j'ai commencé à préparer mes repas à l'avance parce que manger des plats à emporter constamment tuait mes progrès. J'ai découvert que j'aimais réellement cuisiner quand je ne le faisais pas tout en étant stressé par le travail et les problèmes conjugaux. Mon appartement a cessé de ressembler au musée d'un mariage raté. J'ai réorganisé les meubles, donné des trucs que nous avions accumulés et dont je n'avais pas besoin, acheté des plantes parce que, pourquoi pas? Je me le suis approprié. 3 mois après le divorce, je suis tombé sur une des amies de travail de Nathalie dans un café. Elle a eu cette réaction bizarre où elle a semblé choquée de me voir, comme si elle s'était attendue à ce que je sois chez moi dans le noir, à pleurer dans un oreiller. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit, bien. Elle a continué à me fixer comme si je mentais. A demandé si j'en étais sûr. J'ai dit, ouais, j'en suis sûr. J'ai rejoint un club de course, je m'entraîne pour un semi-marathon. J'adore mon boulot. Tout va bien. Elle a eu l'air confuse. A dit qu'elle avait entendu dire que j'étais dévasté. Je lui ai dit que j'avais été triste à propos du divorce, mais que j'étais passé à autre chose. Elle a hoché la tête lentement, ne me croyant clairement pas, et a trouvé une excuse pour partir. Cette interaction m'est restée en tête. Il était clair que Nathalie avait raconté aux gens que je m'effondrais sans elle, que je serais perdu, brisé, la suppliant de revenir. L'idée qu'elle s'attendait à ce que je m'effondre était presque insultante, comme si j'étais un personnage pathétique dans son histoire qui ne pouvait pas exister sans son approbation. J'ai décidé à ce moment-là de la supprimer de mes réseaux sociaux, j'ai bloqué son numéro pas par colère, juste par nécessité. J'avais besoin d'avancer. Surveiller sa vie n'était sain ni pour l'un ni pour l'autre. Rachel et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble en dehors de la course. On prenait un café, on voyait un film, on allait dans une librairie et on passait 2 heures à flâner. Ce n'était pas exactement des rendez-vous, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre. Un soir après une course de groupe, tout le monde est allé manger dans ce restaurant mexicain du centre-ville. Rachel s'est assise à côté de moi. Nous avons parlé de choses sans importance. Elle a mentionné qu'elle pensait adopter un chien. Je lui ai dit que j'avais toujours voulu un chien, mais que Nathalie était allergique. Rachel a dit, eh bien, maintenant tu peux en prendre un. C'était une déclaration si simple, mais elle m'a frappé de plein fouet. Elle avait raison. Je pouvais prendre un chien maintenant. Je pouvais faire beaucoup de choses que j'avais mises en attente pour un mariage qui n'existait plus. 2 semaines plus tard, j'ai adopté un bâtard de 3 ans nommé Cooper au refuge. La meilleure décision que j'ai prise depuis des mois. Rentrer à la maison pour trouver une queue remuante et une excitation inconditionnelle rendait l'appartement moins vide. Rachel a rencontré Cooper lors de notre course suivante. Il l'a aimé immédiatement. Elle lui a apporté des friandises qu'elle avait recherchées en ligne pour son mélange de races spécifiques. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je tombais amoureux d'elle. Rien de dramatique, pas de coup de foudre, juste cette certitude tranquille que je voulais qu'elle soit plus présente, qu'elle rendait ma vie meilleure d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent, le statut ou le fait de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous avons commencé à sortir officiellement ensemble 1 mois plus tard. On y est allé doucement. Pas de pression, pas d'attente, juste voir où les choses menaient. Elle avait son propre logement mais a commencé à rester dormir plus souvent. A apporté sa brosse à dents, a laissé des vêtements dans mon placard. Cela semblait naturel, facile, comme si nous construisions quelque chose ensemble au lieu de maintenir quelque chose par obligation. Je lui ai donné une clé de mon appartement 4 mois après le divorce. Pas à cause d'un calendrier ou d'une attente sociale, juste parce que c'était logique. Elle venait parfois après le travail avant que je ne rentre de l'école, emmenait Cooper en promenade, commençait le dîner. Cela ressemblait à un partenariat. Un vrai partenariat,
pas la version en performance que je vivais avant. Vers cette époque, ma sœur amie m'a appelé. Elle avait l'air bizarre au téléphone, m'a demandé comment j'allais avec cette prudence que les gens ont quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Je lui ai dit que j'allais très bien. Elle a fait une pause, puis a demandé si j'avais parlé à Nathalie récemment. J'ai dit, non, pourquoi je ferais ça? Ami a dit que Nathalie l'avait appelé quelques jours plus tôt, avait demandé comment j'allais, voulait savoir si ça allait, si je luttais. J'ai ri. J'ai dit à Ami que j'allais sincèrement mieux que je ne l'avais été depuis des années. Ami a dit que c'est ce qu'elle avait dit à Nathalie, mais que Nathalie ne la croyait pas. Elle continuait à insister, continuait à demander si je cachais ma douleur, si je m'effondrais secrètement. Ami a dit que Nathalie avait l'air désespérée d'entendre que j'étais malheureux. Comme si elle avait besoin de la confirmation que me quitter m'avait détruit. J'ai demandé à Ami ce qu'elle lui avait dit. Ami a dit qu'elle lui avait dit la vérité, que j'avais rejoint un club de course, perdu du poids, semblait plus heureux, fréquentait quelqu'un de gentil, avait un chien. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a remercié Ami et a raccroché. Ami a dit qu'elle se sentait obligée de me prévenir, que Nathalie pourrait essayer de me contacter, qu'elle semblait ne pas aller bien, être obsessionnelle. J'ai remercié Ami pour l'info, mais j'ai dit que je doutais que Nathalie me contacte. Elle avait clairement fait savoir que je ne faisais plus partie de sa trajectoire. J'avais tort. 2 semaines plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé un email de Nathalie. Pas sur mon email personnel, mais sur mon email scolaire, ce qui signifiait qu'elle avait dû chercher sur le site web de l'école pour le trouver puisque je l'avais bloqué partout ailleurs. L'email était long, décousu. Il commençait par des banalités, espérant que j'allais bien, puis passait à elle, racontant à quel point les derniers mois avaient été difficiles, comment son nouveau poste était un défi, comment elle avait réfléchi à notre relation. Elle ne s'est jamais excusée, n'a jamais admis qu'elle avait eu tort, a juste parlé de son expérience, de ses sentiments, de son parcours. À la fin, elle suggérait que nous nous rencontrions pour un café, pour parler, voir comment nous allions tous les deux. J'ai fixé cet email pendant un long moment. Une partie de moi était curieuse. Une partie de moi voulait tourner la page. Une partie de moi se demandait si elle avait enfin réalisé ce qu'elle avait jeté. Mais surtout, je me sentais juste fatigué. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé l'email. Je l'ai bloqué de mon email scolaire aussi. Rachel a remarqué que j'étais silencieux ce soir-là. A demandé si ça allait. Je lui ai parlé de l'email. Elle n'a rien dit pendant 1 minute, puis a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je ne voulais rien faire. Ce chapitre de ma vie était clos. J'étais heureux là où j'étais maintenant. Pourquoi rouvrir quelque chose qui avait fait si mal? Rachel m'a embrassé, a dit qu'elle était contente que je ressente ça, mais qu'elle soutiendrait quoi que je décide. C'est là que j'ai su qu'elle était différente. Elle n'était pas menacée par mon passé, ne rivalisait pas avec mon ex, se souciait juste que j'aille bien. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, que Nathalie accepterait mon silence comme réponse et continuerait sa vie pleine de succès. Mais ensuite, les choses sont devenues bizarres. Ami a rappelé, a dit que Nathalie l'avait contacté plusieurs fois, posant plus de questions, voulant savoir où je courais, à quelle course je m'étais inscrit, si Rachel était une relation sérieuse ou juste une passade. Ami lui a dit d'arrêter, a dit que c'était inapproprié. Nathalie s'est mise sur la défensive, a dit qu'elle se souciait juste de mon bien-être. Ami lui a dit que se soucier du bien-être de quelqu'un n'implique pas de le traquer à travers les membres de sa famille. J'ai qu'à mentionner qu'un de ses amis avait vu quelqu'un qui ressemblait à Nathalie lors d'une de nos courses de groupe, assise dans une voiture au début du sentier, regardant simplement. Il n'était pas sûr que c'était elle, il trouvait juste ça étrange. Puis Rachel m'a dit qu'elle avait reçu un message bizarre sur les réseaux sociaux d'un compte sans photo de profil, posant des questions sur moi, depuis combien de temps nous sortions ensemble, si j'avais parlé de mon ex. Rachel l'a ignoré et a bloqué le compte. Tout cela semblait trop coordonné pour être une coïncidence. J'étais assis dans mon salon un soir à corriger des copies pendant que Cooper dormait sur le canapé à côté de moi quand j'ai vu des phares par la fenêtre. Une voiture garée en bas de la rue, moteur éteint, juste là. J'ai observé pendant quelques minutes. La voiture ne bougeait pas. J'ai attrapé la laisse de Cooper et je l'ai emmené dehors pour une promenade, curieux. En m'approchant de la voiture, je l'ai reconnue. La nouvelle voiture de Nathalie, celle très chère qu'elle avait eue avec sa promotion chic. Elle était assise sur le siège conducteur,
regardant son téléphone. Elle ne m'a pas remarqué approcher jusqu'à ce que Cooper aboie. Elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés une seconde. Aucun de nous n'a bougé. Puis j'ai marché jusqu'à sa fenêtre. Elle l'a baissée, elle avait l'air plus petite, d'une certaine manière. Fatiguée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé ce qu'elle faisait. Je suis juste resté là à tenir la laisse de mon chien, attendant. Elle a commencé à pleurer. A dit qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une erreur, que je lui manquais, qu'elle pensait que partir la rendrait heureuse, mais qu'elle se sentait juste vide. Que me voir avancer la tuait. J'ai écouté tout ça. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit que j'étais désolé qu'elle soit en difficulté, que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, mais que j'étais passé à autre chose, que j'étais heureux maintenant, que j'avais construit une vie que j'aimais réellement vivre. Elle a demandé si nous pouvions réessayer, recommencer. J'ai dit non. Pas en colère, pas vindicatif, juste honnête. Elle a demandé à propos de Rachel. J'ai dit que Rachel était importante pour moi, que ce que nous avions était réel, que je n'étais pas intéressé à revisiter une relation qui m'avait fait me sentir inadéquat pendant des années. Nathalie a eu l'air choquée. A dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire ressentir ça. Qu'elle m'avait toujours aimé. Je lui ai dit que peut-être qu'elle m'avait aimé. Mais l'amour ne suffisait pas. Quand une personne faisait sentir à l'autre qu'elle était un fardeau. Quand le succès devenait plus important que le partenariat. Quand le salaire de quelqu'un déterminait sa valeur. Elle a pleuré plus fort. A demandé ce qu'elle était censée faire maintenant. J'ai dit que ce n'était plus mon problème à résoudre. Qu'elle devait comprendre sa propre vie tout comme j'avais compris la mienne. Je lui ai dit d'arrêter de contacter ma famille. D'arrêter de traquer mes réseaux sociaux. D'arrêter de se garer devant mon appartement. Que si elle ne pouvait pas respecter mes limites, j'envisagerais des options légales. Elle a hoché la tête, a dit qu'elle comprenait, s'est excusée encore. Je suis rentré avec Cooper, sans regarder en arrière. J'ai entendu sa voiture démarrer quelques minutes plus tard, j'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle s'éloignait. Rachel est arrivée 1 heure plus tard. Je lui ai tout raconté. Elle m'a tenu la main, a demandé si ça allait. J'ai dit, ouais, ça va vraiment. Cette nuit-là, allongé dans le lit avec Rachel endormie à côté de moi et Cooper ronflant à nos pieds, j'ai pensé aux derniers mois. J'avais perdu un mariage de 8 ans. Mais je m'étais retrouvé. Je n'étais pas le même gars que Nathalie avait quitté. J'étais plus fort, en meilleure santé, plus heureux. J'avais de vrais amis, une partenaire qui m'appréciait pour qui j'étais, pas pour ce que je gagnais. Un chien, une vie qui semblait authentique au lieu d'être jouée. Nathalie s'était attendue à ce que je m'effondre sans elle, que je revienne en rampant, pour prouver qu'elle avait été le prix à gagner dans la relation. Au lieu de cela, j'avais prouvé que j'avais été sous-estimé pendant des années, que ma valeur n'avait rien à voir avec mon salaire ou mon statut, que je pouvais construire quelque chose de mieux par moi-même. Le divorce a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Pas parce que j'ai cessé d'aimer Nathalie, mais parce qu'il m'a forcé à commencer à m'aimer moi-même. Dernière mise à jour, cela fait 2 semaines depuis la conversation sur le parking. Nathalie ne m'a pas contacté, ni moi ni ma famille. Je n'ai pas vu sa voiture dans le coin. Je pense qu'elle a enfin accepté que c'est fini. Rachel et moi allons très bien. Nous prévoyons un voyage de randonnée le mois prochain. Rien de chic. Juste 2 personnes qui apprécient la compagnie de l'autre, explorant des sentiers et mangeant des snacks douteux de station-service. Cooper s'épanouit. Il s'avère qu'il est croisé border collie, ce qui explique pourquoi il est dingue de course. Il vient avec moi sur des courses plus courtes maintenant. Il adore ça. Le travail se passe bien. Mes élèves ont réellement retenu des informations sur la reconstruction cette année. Petite victoire. J'ai couru un semi-marathon le week-end dernier. Meilleur temps personnel. Jake et le club de course étaient tous là pour encourager. Rachel était à la ligne d'arrivée avec Cooper et une bouteille d'eau. Un moment simple qui signifiait tout. Je pensais que le divorce me détruirait. Au lieu de cela, il m'a reconstruit en quelqu'un que je respecte réellement. Quelqu'un qui ne mesure pas sa valeur selon les standards de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît la différence entre être nécessaire et être valorisé. Nathalie voulait que je sois dévasté, pour prouver qu'elle avait été le trophée dans la relation, que ma vie s'effondrerait sans elle. Au lieu de cela, ma vie a commencé. Elle est toujours là-bas quelque part,
à courir après la prochaine promotion, la prochaine réussite, la prochaine chose qui prouvera qu'elle est importante. Pendant ce temps, je cours sur des sentiers avec mon chien, construisant un vrai partenariat avec quelqu'un qui me voit comme suffisant, et enseignant l'histoire de présidents morts à des adolescents. J'ai gagné le divorce, pas parce que je gagne plus d'argent ou que j'ai une meilleure vie sur le papier, mais parce que je suis heureux avec ce que j'ai au lieu de courir constamment après ce que je n'ai pas. C'est la différence entre nous maintenant. Elle court toujours vers quelque chose. Moi, je suis déjà arrivé.